suis très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles échappées belles et je vous propose de partager avec moi une idée week-end. Alors j'ai choisi une ville très cosmopolite et multiculturelle, une des villes les plus visitées au monde, Londres. Alors la dernière fois que je suis venue ici, les Anglais n'avaient pas encore voté le Brexit. On va voir si les choses ont changé et si les Français sont toujours les bienvenus. Mais pour l'heure, je vous propose une petite balade en taxi dans les rues de London City. Débarquer à Londres, c'est un peu comme retrouver sa famille éloignée. On est d'abord un peu surpris. Bienvenue tout le monde. Nous sommes devant les premières toilettes de Londres, la Tamise. C'est unique, c'est différent, c'est le style britannique. Et très vite, on nage dans le bonheur. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Nos voisins d'outre-Manche ont quelque chose en plus. Il y a aussi ici des taxis londoniens dans lesquels on vend du café. Ça, c'est original. Et même si elle n'est pas de sang royal, Sophie se donnera parfois des airs de petite princesse. C'est le parapluie que la reine utilise. Bienvenue au château Highclere. Il y a 203 pièces dans le château. Elle réalisera ses rêves les plus fous. Tu veux dire que là, à cet emplacement-là, il y avait Hugh Grant, c'est ça? Bon ben voilà, voyage dans le temps. Hop. Chaque personne qui vit ici trouve son bonheur. Un week-end so british pour se régaler, faire la fête et en profiter. Bienvenue en Angleterre, Sophie. C'est plein de vie. Londres est comme ça. Pour découvrir Londres, j'ai choisi un petit Frenchie dans un taxi. Je suis super contente d'être avec toi, David, installé à Londres depuis combien de temps? Plus de 25 ans. L'idée, c'était de venir apprendre l'anglais. Au bout de 6 mois, j'ai rencontré ma femme qui est anglaise et là, je suis tombé amoureux des deux en même temps. Donc voilà, là, on va descendre donc sur la place de Trafalgar Square. Bien sûr, les Anglais ont gagné 2 grandes batailles contre notre ami Napoléon. C'était une bataille navale dans la baie de Trafalgar, en face le Portugal. Donc ils sont très fiers d'avoir gagné la bataille. Ils ont mis la grande statue de Nelson en plein milieu de Trafalgar. Alors toi, tu proposes des visites de Londres. Dans le vrai taxi londonien, donc j'ai fait la licence en 2005, j'ai eu la licence. Et puis depuis à peu près 2009, je fais des visites en fait sur mesure, guidées, en français en plus. On va traverser le pont de Westminster. Et bien sûr, à ma gauche, la grande roue de London Eye. Voilà Sophie, London Eye. Amuse-toi bien. À tout à l'heure, David. Ciao. Vous voulez que je vous prenne en photo tous ensemble avec Big Ben? Hey! C'est le vôtre? C'est le tien. Voilà. C'est la première fois que vous venez à Londres? Lui, c'est la première fois, elle, la deuxième fois, et nous, plusieurs fois. D'accord. And where are you from exactly? Vous venez d'où exactement? Nous venons de Stavanger, la plus belle ville de Norvège. Et quel est le programme alors de ce séjour? On va faire du shopping et aller voir une comédie musicale. Génial. Charlie et la chocolaterie. Génial. Moi, je vais aller voir Mamma Mia. Alors Big Ben, c'est facile, hein. Regarde là sur le plan. Ouais, t'as raison. Juste là en face de nous. C'est bon, David, tu peux me déposer là, je vais finir à pied. Hein. Super. Merci beaucoup pour la balade. Merci pour tout, David. Avec plaisir, à bientôt. See you soon. See you soon. Good morning.
Sophie. Julien, Ah, welcome. nice to see you, Julien. Je suis vraiment contente d'être ici, parce qu'on ne s'attend pas à rentrer dans un bed and breakfast. Yes, it's an old pub Oui, which c'est I un bought vieux bar 20 à years l'origine ago, que j'ai but acheté now il y a we just 20 ans. have 3 rooms. Maintenant, c'est un bed and breakfast avec 3 chambres et je suis très content d'être l'hôte de cette maison. You're very welcome. Je suis ravie d'être là. Come on up. Montons à l'étage. In here Ici, we have la the salle à breakfast manger. room. We like to keep On a the essayé de atmosphere préserver l'atmosphère de son état initial, like the comme le papier peint au wallpaper mur here qui a is 200 ans. 200 years old. It would have had the pub Il y avait le bar en bas, downstairs. This would et have ici been c'est ce qu'on appelle une pièce fonctionnelle pour les repas. Il y avait déjà à l'étage des chambres à louer. Ma chambre est là-haut. Oui, on peut aller la voir. Absolutely. Par ici. Come this way. Waouh, c'est trop mignon, on dirait une petite maison. I hope you'll be comfortable. J'espère que tu vas te sentir à ton aise. Oh là 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 là, le lit est très confortable à mon avis. Very good. And your là- bathroom Et là, is tu as la salle de here. bain. Ok. Jolie baignoire. Il y a même une petite terrasse. Yes, it's Ouais, c'est magnifique. here on the C'est notre terrace. petite It's like a oasis. little oasis. Cette fresque là sur le mur d'en face, elle est impressionnante. This commemorates the Elle commémore la Battle of bataille de Cable Cable Street. But on this particular Un day, jour de all the 1936, Jewish les residents résidents and also juifs workers et from aussi the les docks travailleurs des down docks here se sont joined unis together pour dire and stop said, au "No more fascisme. of these Il y a eu une fascists." grosse And bagarre it et was a ça a big mis un fight. terme au And it fascisme was really britannique. the end of British fascism. Il y a mille et une façons de découvrir Londres. La ville est immense et attire chaque année des millions de touristes au centre d'intérêt bien différents. Les classiques, le British Museum, la National Gallery, Tower Bridge et aussi Camden pour le shopping. Le théâtre. On est allé voir le Roi Lion et le Livre des Mormons. C'est la 6e ou 7e fois que je viens ici. Je reviendrai parce qu'il y a toujours de nouvelles photos à faire. À l'est de la capitale, depuis 2012, un télécabine relie les deux rives de la Tamise en moins de 10 minutes. Plus qu'un moyen de transport, c'est devenu une véritable attraction. Une balade dans le ciel de Londres pour le prix d'un ticket de métro. Là, c'est la City. On voit l'immeuble Gherkin et la râpe à fromage. Tu vois? Ça vaut le coup de venir ici, parce que pour moi, c'est le véritable Londres. C'est pas uniquement les sites touristiques classiques, c'est chouette. Mais pour certains, visiter l'Angleterre rime avec mystère. Et je crois que cette... Je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Fabienne et Hélène sont des inconditionnels de Sherlock Holmes. Ce personnage de fiction, créé par l'écrivain Sir Arthur Conan Doyle au XIXe siècle, fascine toujours un grand nombre d'amateurs. Les deux Françaises se lancent sur la piste du célèbre détective. De l'autre côté de la rue, il y a plein d'endroits mentionnés dans Sherlock Holmes. Plein d'endroits à voir. Élémentaire, mon cher Roger. Roger Johnson, c'est la référence. L'un des plus grands connaisseurs britanniques de Sherlock Holmes, capable de retrouver les traces du Londres de 1900 dans une ville qui a beaucoup changé. Je sais quels immeubles sont encore là et où se trouvent ceux qui ont disparu. Je peux ressentir l'atmosphère de l'époque. C'est plutôt facile, c'est comme un jeu. Un jeu auquel on aime tous jouer à l'occasion. Nous, ce qui nous plaît, c'est de se sentir transporté au 19e siècle. Londres est un personnage à part entière de l'univers de Sherlock Holmes. Londres est décrit en long, en large et en travers, de ses bas-fonds jusqu'au club chic, avec toutes les franges de la population auxquelles Sherlock Holmes a pu avoir affaire. Évidemment, là, vous voyez, c'est un Londres moderne, mais il y a toujours des touches qu'on voit et qui rappellent quelque chose qu'on a lu. Et pour retrouver à coup sûr l'atmosphère de l'époque, il y a toujours une solution. À quelques pas de la station Charing Cross, il existe un pub incontournable pour les fans de Holmes. Allez, entrons dans le bureau.
Nous y voici. Dans une pièce d'à peine 10 mètres carrés, le salon du détective le plus célèbre d'Angleterre est entièrement reconstitué. Avec tout ça, on en viendrait presque à croire que Sherlock Holmes a vraiment existé. Mais si vous cherchez une visite plus loufoque et so british, rendez-vous à la gare de Waterloo, entre la voie 19 et les toilettes. Bienvenue tout le monde à la visite des WC de Londres. Normalement, quand vous faites une visite guidée, on vous dit que vous ne pourrez pas aller aux toilettes, mais dans ma visite, il y a des toilettes. C'est une Américaine qui a imaginé cette curieuse balade, étonnée par le fait de devoir payer pour utiliser des toilettes publiques. Mesdames et messieurs, je viens de vous faire entrer dans les toilettes les plus patriotiques de la ville. Rentrez, rentrez autant que vous le pouvez. Au programme, quelques WC originaux, mais surtout une plongée dans l'histoire des canalisations de Londres. Bienvenue tout le monde. Nous sommes devant les premières toilettes de Londres, la Tamise. Vous apprendrez que quand Londres a dépassé les 3 millions d'habitants, ces toilettes naturelles n'étaient plus vraiment une solution. À l'été 1858, Londres a vécu un épisode qu'on a appelé la Grande Puanteur. Cela sentait si mauvais que ces pauvres politiciens du Parlement juste de l'autre côté de la rue ne pouvaient même plus travailler. Alors ils se sont dit, ou bien on déménage le Parlement, ou bien on trouve une solution. Et Dieu merci, ils ont choisi de trouver une solution. Et c'est ainsi que Londres s'est doté d'un système d'égout moderne et que la Tamise a retrouvé sa superbe. Alors celui-ci s'appelle la cage à oiseaux. C'est moi l'oiseau, quoi. Voilà. Et c'est le parapluie que la reine utilise. Ah bah alors, voilà. Je vais acheter le parapluie de la reine. Ah, c'est Elodie. Hello Sophie, je t'attends chez Farm Girl. Mon café et ton thé sont servis. Salut Elodie. Salut Sophie. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Bah super. Moi je suis très heureuse de te retrouver Elodie parce que j'ai fait ta connaissance à travers ton blog qui donne plein de bons conseils, plein de bonnes adresses. C'est un blog qui s'appelle Les petites joies de la vie londonienne, donc le nom est assez explicite. Et alors parmi les bons plans, il y a ce café, qui est un nouveau café dans Notting Hill. Oui, c'est légèrement caché, donc déjà ça c'est agréable. Ils mangent bien. Les tasses sont faites par des potiers londoniens. Ils sont très connus pour leur café latte à la rose. Il y a des jolies petites pétales de rose. Portobello Road, c'est là il y a le marché, c'est assez incontournable quand tu viens à Londres. Et c'est aussi très connu, outre les maisons colorées, pour toutes les boutiques d'antiquaires. C'est la carte postale londonienne en fait. C'est ça, oui. Dans le quartier de Notting Hill, tout le monde connaît Portobello. Oui, voilà. Ça. Donc là on va prendre cette rue parce que c'est aussi très joli, très coloré. Et tout le monde se prend en photo dans cette rue. Très bien, ça nous fera un petit souvenir. Et tu es venue ici quand pour la première fois? J'ai étudié à Londres il y a plus de 10 ans maintenant et j'avais adoré la ville. Ensuite, je suis rentrée en France, j'ai fait mes études, commencé à travailler et j'ai toujours voulu revenir d'une façon ou d'une autre. Et je trouve que c'est une ville qui s'adapte bien à mon métier. Donc voilà, je suis revenue il y a 4 ans. Et tu t'y sens bien? Je m'y sens bien, j'ai pas du tout envie de partir. Voilà. Ouais, tu vas devenir une vraie petite londonienne, toi. Voilà, j'espère bien.
Là, j'aimerais bien t'amener dans cette petite rue. C'est pas vraiment une rue, c'est ce qu'on appelle un muse. Non, c'est pas le Saint-Luke's Mews. C'était en fait là que les riches londoniens avaient leurs écuries. Tous les chevaux étaient dans ces petites rues. Et depuis, c'est devenu, en fait, ça a été totalement réhabilité. Des petites toits terrasses, là, c'est sympa, hein? Ouais. Et en fait, c'est là où a été tourné le film Love Actually. J'adore ce film. C'est vraiment un film de filles. C'est un film de filles et de Noël aussi. Ici, c'est assez incontournable comme film pendant les fêtes de fin d'année. Et alors, comme je suis moi un petit peu plus âgée que toi, il y a un film vraiment qui m'a marqué, moi. C'est en 99, il était sorti, c'était Coup de foudre à Notting Hill. Dans ça que le film Coup de foudre à Notting Hill a été tourné. Ah là là, j'adore. Tu veux dire que là, à cet emplacement-là, il y avait Hugh Grant, c'est ça? Tout le colloque qui sort, etc. C'est ça. Bon, ce qu'on fera, c'est que tu incrusteras Hugh Grant derrière. Oui. Hein? T'as vu? C'est le prince William? Mais non, arrête. C'est vrai qu'il y ressemble vraiment oui, il beaucoup. ressemble vraiment beaucoup. J'ai un doute en fait. Tu veux une photo? Bah écoute, on va faire une photo. Bonjour. Bonjour. On peut prendre une photo? Oui, avec plaisir. Vas-y, je te prends en photo avec ton appareil. Magnifique. Thank you. Sérieusement, vous êtes le vrai prince? Mais qu'en pensez-vous? Bah, vous lui ressemblez en tout cas beaucoup, hein? Mais je crains que non. Je ne suis qu'un sosie. J'essaye d'avoir les mêmes costumes que William. Je me coiffe comme lui, bien qu'il perde plus les cheveux que moi. Je vais devoir me raser si ça continue. Ce n'est pas mon métier, mais j'aime bien jouer ce rôle le week-end et en soirée. C'est très amusant. Et alors, où est Kate? Kate s'occupe de George et Charles. C'est ça. Mais est-ce que vous avez une collègue qui est aussi le sosie officiel de Kate? Oui, on a des sosies pour chaque membre de la famille, la reine, Kate et Harry. Nous avons des bébés sosies. Ce n'est pas facile de travailler avec eux. On a même des sosies de chiens. C'est le moment ou jamais d'acheter un objet avec ta photo dessus. Hein. Ben voilà, il y a plein de choses là. Ah ouais, non, il y a toujours cette histoire de cheveux. Hein. Oui, j'ai trop de cheveux. Ouais. Et le petit George. Oh là là. C'est troublant de voir ces photos qui me ressemblent. Parfois, il faut quand même que je vérifie que ce n'est pas moi. Est-ce que tu l'as déjà rencontré, toi, le prince William? Ce serait une faute de goût de me voir avec le véritable prince. Ce n'est pas trop le genre de choses que les gens aimeraient voir. Et quel est ton vrai job? Je suis ingénieur civil. C'est un tout autre métier. Mais souvent, je garde le même costume pendant la journée. Je rajoute la cravate en soirée pour faire le prince. Et qu'est-ce que le prince William pense du Brexit alors? Tu sais, c'est un sujet très sensible pour nous, Français. La famille royale ne fait pas de commentaires sur ce sujet. Alors je ne dirai rien. Merci beaucoup, William. Hein. Enfin, Simon. C'était très troublant d'être avec toi et merci pour ta gentillesse. Je me permets de te faire un gros hug. J'étais enchanté de vous rencontrer. Je n'aurai pas le prince William dans mes bras tous les jours. Profite bien de ton séjour à Londres. Salut, Simon. Bye bye. En tout cas, j'étais sincèrement ravie de passer ces moments avec toi dans Plaisir partagé. Vraiment un plaisir. Alors, pour avoir tes nouvelles, je suis ton blog. lespetitesjoiesdelavillelondonienne.com. Voilà, c'est ça. En tout cas, prends bien soin de toi, ma petite londonienne. Profite bien de Londres. À bientôt. À bientôt, au revoir. Un tour d'horizon sur la gastronomie londonienne réserve bien des surprises. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il est possible de bien y manger. On fait des restos tout le temps, il y a tout le temps quelque chose de nouveau à découvrir. Ouais,
Vous pouvez manger mexicain, brésilien, italien, espagnol. Vous pouvez trouver toutes les cuisines du monde à Londres. Oui, toutes les cuisines du monde. Londres ne cesse d'attirer de nouveaux talents. La mégalopole compte désormais 65 restaurants étoilés. Avant, tout était bouilli. C'était du jambon cuit à l'eau, du boudin noir. Maintenant, c'est une cuisine très variée. Essayez-la, c'est unique, c'est différent, c'est le style britannique. Pour le vérifier, il faut se rendre dans l'un des nombreux marchés street food de la capitale, là où la rue célèbre toutes les cuisines nomades. À Camden, pas question d'en laisser une miette. La gastronomie est chic, elle est jeune et cosmopolite. Parmi les stands, un Français rencontre un grand succès. Martin, 26 ans, est au fourneau avec un concept simple, un hamburger à base de bœuf bourguignon traditionnel. Vous en voulez un double? Ça c'est pour vous. Merci beaucoup. Avant le service, il le laisse mijoter durant 3 heures dans une sauce au vin rouge. Il le saisit au dernier moment, juste avant de le servir au client. Numéro 27, s'il vous plaît. On a démarré à Camden il y a à peine 2 ans sur un autre produit qui était la tartiflette. Une tartiflette un peu revisitée. Et en fait, on a vu que les gens n'accrochaient pas parce que c'est un marché quand même qui est touristique. Martin a su s'adapter. La clientèle du street food est exigeante. Elle recherche des plats de qualité, faciles à manger. Ce qu'on aime dans le street food, c'est vraiment ce rapport avec le client qui est vraiment direct. Donc, c'est une opportunité aussi pour des jeunes chefs qui n'ont pas forcément beaucoup de capital pour créer leur entreprise. Thank you very much, guys. C'est un beau métier. C'est délicieux. Grâce à la street food, la cuisine populaire britannique vit un nouvel âge d'or. L'offre est de plus en plus variée. Elle rivalise avec le fameux plat traditionnel anglais, le fish and chips. Ce restaurant, ouvert il y a près de 50 ans, est une valeur sûre. Comme vous le voyez, nous avons gagné des prix en 2014, 2015, 2016. Est-ce que vous êtes prêts en cuisine? Il nous reste une demi-heure avant l'ouverture. Tout est en place? Oui, chef. Pour mijoter l'un des meilleurs poissons panés de Londres, tout commence dans la cuisine, par la réception de la matière première. C'est du cabillaud, direct des docks. Regardez, vous pouvez voir qu'il est frais. Quand j'appuie dessus, il y a une marque. C'est la preuve qu'il vient juste d'être pêché. Aujourd'hui, 120 kg de poisson seront servis aux clients. Mais avant, il faut le frire grâce à une recette maison. C'est de l'eau et on y ajoute une farine spéciale. Le secret, c'est d'avoir non seulement un excellent poisson, mais aussi une huile et une pâte à frire d'exception. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut que nous ayons les meilleurs ingrédients pour avoir un mariage parfait. La cuisson est assurée en salle, sous les yeux des clients. J'enlève l'excès de pâte et je le plonge dans de l'huile bouillante. À peu près 8 à 10 minutes en fonction de la température. Il faut faire très attention à bien la régler parce que si elle n'est pas à la bonne température, l'huile va absorber le poisson et on se retrouve avec un poisson rempli d'huile sans être pané. Le vendredi, le restaurant est toujours 2 fois plus rempli. C'est le jour du poisson dans la tradition chrétienne. Est-ce que vous êtes déjà venu ici? Oui, plein de fois. Elle vient de faire 80 km juste pour venir manger ici. Oui, c'est vrai. Si le succès de ce plat traditionnel ne faiblit pas au fil du temps, une petite révolution bouleverse les habitudes des Anglais à l'heure du thé. Venu des États-Unis, le cupcake, ce petit gâteau surmonté d'un glaçage à la crème colorée, connaît un succès phénoménal. Des dizaines d'enseignes spécialisées, comme celle de Martha, se sont implantées ces dernières années dans la capitale. Nous proposons plein de goûts différents. Quand j'ai commencé il y a 12 ans, je ne faisais que chocolat et vanille. Aujourd'hui, nous avons plus de 70 saveurs. En 10 ans, Martha a ouvert 3 magasins à Londres.
Elle a aussi écrit 5 livres de recettes, devenus des best-sellers, vendus à plus d'1 demi-million d'exemplaires. Je viens d'une famille d'écrivains. Je cherchais à m'éloigner le plus possible de la carrière de mes parents et c'est ça qui m'a poussée à me lancer dans la pâtisserie. Et évidemment, j'ai fini par écrire des recettes de cuisine. Cela prouve bien qu'on revient toujours à ce que l'on connaît de mieux. Ses clients sont souvent des habitués. Ce jour-là, Julian, un voisin, vient chercher un gâteau d'anniversaire pour Emma. Magnifique, joyeux anniversaire Emma. On a l'habitude de venir avec ma fille en rentrant de l'école. C'est un endroit très sympa pour faire une pause, boire un thé, manger un gâteau et avec un peu de chance, commencer à faire ses devoirs. Au revoir. Les Anglais sont gourmands. C'est très dur de n'acheter qu'un cupcake. Et puis, si le gâteau est très bon, pourquoi n'en prendre qu'un seul ? À l'image du succès des cupcakes de Martha, les Anglaises se passionnent aujourd'hui pour une nouvelle cuisine, plus créative et cosmopolite. Salut tout le monde. Derrière moi, il y a un virage. Après le virage, il y a une station de police. Et après la station de police, plus de limite de vitesse. On fait du 20 km/h actuellement. D'ici peu, on fera du 55-65 km/h. C'est rapide, amusant, en musique, vous allez adorer. Alors, vous avez aimé ? Applaudissons Nick pour son formidable pilotage. Parce que nous sommes tous vivants. 2, 4, 6, on n'a perdu personne. Ce qu'on va faire maintenant, je vais vous indiquer plusieurs points que je trouve intéressants, et j'espère que vous aussi. On va d'abord parler de ce beau pont derrière moi, Tower Bridge, qui je pense est l'un des plus beaux ponts du monde. Construit en 1894. Le pont peut se lever pour laisser passer les grands navires. Quand il a été construit, il se soulevait entre 50 et 100 fois chaque jour. Aujourd'hui, 2 fois. Ce bâtiment, c'est le Shard, le plus haut bâtiment résidentiel d'Europe de l'Ouest. 310 mètres. Et juste là-bas, pour que ce soit clair pour tout le monde, vous le savez peut-être, mais je veux en être sûr. Ceci n'est pas Big Ben. C'est la tour Elizabeth. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est Big Ben ? Très bien, la cloche. Une cloche de bronze de 13 tonnes et demie, datant de 1859. On arrive à la fin de notre voyage. Profitez bien du reste de la journée. Merci tout le monde. Hello. Alors, tu as aimé la balade ? Oui. D'où viens-tu ? France. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi? Bon, c'est tout ce que je sais dire, désolé. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. À ton avis, pourquoi les gens choisissent ce genre d'activité? C'est pour avoir des sensations fortes sur la Tamise? Les gens adorent la vitesse sur l'eau. On s'assure qu'ils le fassent en s'amusant tout en étant en sécurité. Ok. Et toi alors, tu es souvent à bord de ce bateau? Oui, je suis guide pour cette compagnie, mais je suis aussi acteur. Ils prennent beaucoup d'acteurs parce qu'on est bon pour crier et pointer du doigt. Bon, j'y retourne. Désolé. See you soon.
Bienvenue au château Highclere. Thank you. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci, tout va bien. Lady Carnarvon est là. Parfait, j'ai rendez-vous avec elle. Pardon, merci. Sophie, je vous présente Lady Carnarvon. Bonjour. Bonjour Sophie, enchantée de te rencontrer. Nice to meet you too. Oh, puis il y a un comité d'accueil avec vous, on est bien reçus. Salut, salut. Je suis vraiment très impressionnée d'être ici. Je suis très impressionnée par votre château. C'est un lieu incroyable, n'est-ce pas? De style victorien, construit par Sir Charles Barry, qui a aussi fait le Parlement à Londres. The Westminster. Ah oui, c'est ça, le palais de Westminster, c'est ça. Et ici, on a l'impression d'être un peu dans une cathédrale. Hein? Tout à fait. Il y a 203 pièces dans le château. Mais ici, c'est la pièce centrale. Et ce château, c'est un peu votre maison, une bien jolie maison. Oui, c'est ma maison, la maison de mon mari. Mais avant de visiter, je te propose de sortir dans le jardin avec les chiens. Ok, c'est l'heure de la balade des chiens, je vous accompagne avec plaisir. Good girl. Come on then. Quand j'ai épousé mon mari, je n'avais pas tout de suite réalisé que j'épousais aussi son château. J'écris des livres sur l'histoire et j'aime faire découvrir la vie des gens qui vivaient ici pour de vrai, et pas juste ceux de Downton Abbey. Et c'est devenu un travail de toute une vie. C'est un beau projet. Et pour permettre à ce château de vivre, vous avez ouvert les portes du château. Ça fait des rentrées d'argent. Mais en Angleterre, c'est aussi un accord avec le gouvernement qui ne taxe pas les héritages entre générations si on ouvre le château au public. C'est un accord qui me semble juste. Rentrons et allons boire un thé. Merci beaucoup. On s'est bien amusés, hein, les chiens. Merci beaucoup, Olivier. Ah, tea time. Ah oui, alors là, c'est tea time avec les gants blancs, c'est parfait. Hein. Très élégant. Thank you very much. Thank you. En arrivant, j'ai vu des photos de famille. Il m'a semblé apercevoir la reine Elisabeth. Vous êtes très proche de la famille royale? Mon mari est le filleul de la reine Elisabeth. Son père était un vieil ami de la reine. Et elle est souvent venue et restée ici avec son père. On est très chanceux et honorés. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le tournage d'une série qui est très populaire ici en Angleterre, qui s'appelle Downton Abbey. Elle a été tournée ici. Julian Fellow a écrit le scénario de Downton Abbey. C'est un vieil ami à nous, donc il vient souvent ici. Il mange, il boit, probablement du vin français. Nous avons partagé de nombreux dîners. Et il a écrit Downton Abbey en pensant à Highclere. Mais qui pouvait prévoir que tout le monde voudrait le regarder? L'Angleterre, la Chine, les États-Unis, la France. 270 millions de personnes regardent la série. C'est incroyable. C'est devenu l'une des maisons les plus célèbres du monde. Ça va, Sophie? Tout va bien? Oui, oui, très bien. Vous vous êtes perdue? Je me permettais de visiter, mais c'est vrai que c'est facile de se perdre hein, avec toutes ces pièces. On passe par où? Par là, c'est ça? Oui, c'est l'escalier principal. C'est magnifique cet escalier. Hein. En tout cas, merci pour l'accueil. Hein. Et Lady Carnarvon, elle est vraiment très sympa. Hein. Merci beaucoup de votre visite. La vie de château, c'est pas pour moi. Retour dans la vraie vie.
carrosse. Où est mon carrosse? Il est là. Merci. Merci beaucoup d'être venu. La ville de Bath, à 2 heures de Londres, fondée par les Romains sur des sources thermales, embellie pendant des siècles, un joyau de la couronne. Au milieu de tant d'histoires, l'apparition de jeunes filles sorties tout droit de l'ère victorienne pourrait presque passer inaperçue. Chaque matin, par petits groupes, elles franchissent la grille du Norland College. Aujourd'hui, les deuxièmes années débutent la journée par un cours sur le développement cognitif de l'enfant. On voit clairement la différence entre le cerveau d'un enfant de 3 ans, normalement développé, et celui d'un enfant qui a manqué d'attention. Fondée en 1892, l'institution a fait du sérieux de ses étudiantes sa marque de fabrique. Uniforme de gouvernante, chignon strict, souliers vernis. Une apparente austérité qui n'empêche pas l'école de séduire chaque année de plus en plus d'étudiantes. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants, et ça depuis que je suis toute petite. Ma mère est enseignante, je pense que j'ai hérité ça d'elle. J'ai entendu parler de Norland il y a environ 10 ans à la télévision, et je me suis dit que c'est ce que je voulais faire. Je suis venue visiter, j'y ai postulé, et j'ai été prise. Chaque année, 80 super nannies sortent diplômées de Norland. Elles trouvent sans peine du travail en crèche ou dans une riche famille qui souhaite une Mary Poppins des temps modernes. Après 3 ans de formation, la puériculture n'a plus de secret pour elles. À côté des cours théoriques, les pensionnaires de l'institution multiplient les modules pratiques. Aujourd'hui, c'est classe biberon. Par petits groupes, elles révisent la procédure du parfait repas pour bébé. Je vais rajouter 60 ml d'eau. Toutes les étapes sont codifiées. Je prends la poudre du milieu de la boîte. Pourquoi tu prends la poudre du milieu? Parce que c'est la poudre la plus moelleuse et la plus fraîche. Maintenant, je vais tester la température de l'eau sur mon poignet. L'école est même équipée de poupons programmés pour manger 7 fois par jour et pleurer la nuit. Chacune leur tour, les étudiantes les ramènent chez elles. En public, tout le monde va te regarder et se dire « Oh, elle a un bébé !» Non, c'est un faux. Ces 5 dernières années, l'école a reçu 2 fois plus de dossiers de candidature et envisage même de s'agrandir. Nanny à l'ancienne, c'est à la mode. J'aime ce côté traditionnel de devoir porter l'uniforme. Tout le monde sait que tu es une Norlander quand tu portes ce costume. Pour les familles, c'est un marqueur social d'avoir une nanny qui vient de Norland. Récemment, quand la famille royale a dû recruter une nounou pour s'occuper de George, le Royal Baby, c'est tout naturellement qu'elle a engagé une Norlander. La ligne directrice de l'établissement, c'est que plus qu'être nounou, ces jeunes femmes vont intégrer une famille. Et pour assurer dans la haute société, mieux vaut savoir cuisiner. Vous allez faire cette recette par groupe de 3. Qui a déjà fait des Yorkshire pudding? Qui a déjà fait des pancakes? Au programme aujourd'hui, un classique de la cuisine anglaise, le Yorkshire pudding. Un petit soufflé qui accompagne le rôti dominical. Si l'huile est bien chaude, vous verrez qu'il fait des bulles. N'ouvrez pas le four, surtout pas. Même si vous en avez très envie. Par petits groupes, les étudiantes essayent de reproduire la recette. On pense que notre huile n'est pas assez chaude. On n'a plus qu'à les mettre au four et espérer. Au pire, ça fera des crêpes.
Les soufflets enfournés, Rachel est déjà à la vaisselle. Quand on travaille dans une famille, elle doit voir qu'on travaille de façon efficace et très organisée. Donc c'est important de prendre l'habitude de tout bien nettoyer après avoir cuisiné. Comme ça ne traîne pas. Waouh, il y a tellement d'huile! Le premier Yorkshire pudding des filles semble être réussi. L'excellence a un prix. Chaque étudiante débourse 40 000 € pour les 3 années de formation. Mais selon l'Institut, chaque nanny diplômée reçoit en moyenne 3 propositions de travail dès la sortie. Salut Carlo. Oui, bonjour Sophie. Merci. Je vais très bien, merci. On a un beau temps aujourd'hui sur Brighton. Oui, je pense qu'on va avoir une superbe météo pour notre balade à vélo. Je vais te montrer les endroits les plus emblématiques. Ah, tu m'as donné rendez-vous au pied d'une tour un peu bizarre, un peu futuriste. Et tu n'as encore rien vu, on va aller à l'intérieur. Ok. Hello, good morning. C'est quelque chose de nouveau à Brighton, cette tour à 360 ? C'est la plus grande tour panoramique mobile d'observation au monde. Elle est ouverte au public depuis le mois d'août 2016. Et c'est la deuxième tour d'observation d'Angleterre. On voit que Brighton est une ville qui est quand même assez étendue. Hein ? Nous sommes au-dessus du quartier de Regency. Il y a le jardin de Regency juste là. Il y a aussi le pavillon royal. Tu vois son dôme qui dépasse là-bas. Les bâtiments qu'on voit ici, ça fait partie des bâtiments les plus anciens de la ville ou pas ? Je ne dirais pas que ce sont les plus anciens. Ils ont été construits sous George IV au début du 19e siècle. Le roi George IV admirait Napoléon Bonaparte pour avoir changé le paysage urbain de Paris. Donc il essayait de faire pareil à Brighton. Bien sûr, il n'avait pas la fortune de Napoléon, mais il a fait de son mieux. Brighton Fishing Quarter. Je vois qu'il est écrit là qu'on est dans le quartier des pêcheurs. Hein. Avant que Brighton devienne une station thermale de renom, ce n'était qu'un humble village de pêcheurs. Tout a changé en 1750 lorsque le docteur Richard Russell a écrit un article où il vantait les bienfaits des bains de mer. C'est de ce simple article qu'est née la réputation de Brighton. Alors là, ici, on aperçoit là, cette jetée. C'est la jetée la plus réputée d'Angleterre et l'image la plus connue de Brighton. Construite en 1899 et toujours debout. C'est sympa cette petite cabane où on vend des fruits de mer. Ah, très bon choix, Sophie. Il n'y a pas plus frais pour manger des produits de la mer. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Les bébés poulpes. Can we have one, please? This one? Merci beaucoup. À toi l'honneur. Ils sont vraiment délicieux. Bon appétit, quoi.
C'est bon, hein? Excellent. Si tu trouves ça bon, alors il faut que tu essaies les fish and chips. Avec plaisir, je peux pas partir d'ici sans goûter le fish and chips, hein. Oui, parfait. Prenez place. Ah, est-ce que vous avez du fish and chips aujourd'hui? Oui, on en fait à la morue, au carlet et au haddock. Je savais pas qu'il y avait autant de nuances. Le carlet, c'est très bon. Ah ouais? Bah, je te suis alors. Ok. Parfait! Bread and fish and chips. Excellent. Regarde-moi cette splendeur. Merci beaucoup. C'est énorme. Tu ne peux pas avoir plus traditionnel que ça. Comment tu peux expliquer que ce plat, aussi simple soit-il, soit aussi populaire ici en Angleterre? Autour de notre pays, nous sommes entourés par des mers merveilleuses, donc on a beaucoup de poissons. C'est tout naturel que le plat soit un must pour une ville côtière. Ouais, c'est très frais, la friture est très bonne. Ouais, je reconnais. Très bon. Et bien sûr, Sophie, le fish and chips s'accompagne de sel et bien sûr de vinaigre. Ah, très bien. Des petites frites au vinaigre. On a abandonné nos petits vélos pour se balader dans les ruelles de la ville, mais là, on a plus une impression de petit village, hein. À l'origine, c'est ici le cœur du village de pêcheurs qui s'appelait Brighthelmstone. Et là, c'était le quartier du marché. Les Français ont envahi le village en 1534. Et tout a été brûlé sur leur passage. Tout a été reconstruit quelques années plus tard sous le règne des Tudors. C'est assez surprenant de voir ce type d'architecture là ici. C'est quoi exactement? Avant d'être une salle de concert, le Brighton Dome a été un palais dont la construction s'est inspirée d'aquarelles indiennes. Il a été construit par William Porden en 1905. Et en fait, il faut que tu imagines qu'à la base, le bâtiment servait à abriter 44 chevaux. C'était une écurie. Et ce bâtiment là juste à côté, ils se sont aussi inspirés de cette architecture? Ce pavillon royal a été construit 19 ans après par un homme appelé John Nash. L'architecture est néo-islamique à l'extérieur et chinoise à l'intérieur. L'intérieur de cette ancienne résidence royale est tout aussi surprenant que l'extérieur. La grande majorité de ces peintures et objets d'art n'a pas été importée, mais réalisée par des artistes européens sur ordre du roi George IV. C'est un exemple parfait de ce que l'on appelle les chinoiseries, c'est-à-dire des œuvres s'inspirant de l'Orient. Il ne s'agit pas simplement d'une petite pièce dans un coin. Tout ici relève de ce courant artistique. Je pense que George IV a pu s'engager avec autant de liberté dans cette voie, parce qu'ici, nous ne sommes pas à Londres. Nous sommes loin de la cour, nous sommes près de la mer, sur la côte sud anglaise. Cet éloignement permet au monarque de mener sa vie comme il l'entend. À partir du 19e siècle, George IV devient l'un des plus grands collectionneurs d'art de l'histoire de la couronne britannique. Il aimait l'art, la musique, les femmes, le vin, danser. Il aimait toutes les formes de divertissement. Il avait un tempérament excessif. Le fait qu'il vienne ici à Brighton et qu'il décide de construire non pas une résidence de luxe, mais un palace exotique et extraordinaire, bien sûr que cela a changé les choses. Brighton a connu un nouvel élan de popularité. Aujourd'hui encore, Brighton est une ville de fête. Une ville magnétique pour tous ceux qui, comme Judy Stevens, s'épanouissent dans le domaine des arts et de la culture. Depuis 12 ans, elle organise chaque année des parcours portes ouvertes dans différents quartiers de la ville pour découvrir les ateliers et les maisons d'artistes de Brighton. Ces maisons ont été construites entre la période victorienne et édouardienne, c'est-à-dire au tournant du siècle dernier. Environ 25 peintres et sculpteurs accueillent les visiteurs chez eux dans ce quartier. Pour le public, c'est une occasion unique d'aller explorer les demeures d'artistes.
Ces journées culturelles sont un franc succès. 75 000 personnes y participent chaque année. Bonjour Cécile. Bonjour Jody. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Tu as vu du monde ce week-end? Oui, beaucoup de gens sont venus. Cet artiste s'inspire de Brighton et de ses paysages alentours. Celui-là, je l'ai peint au mois de septembre. Il y a une très jolie lumière. Il joue avec les couleurs chaudes pour refléter la naissance des jours. Je ressens une sensation très intense de liberté lorsque je me promène sur le bord de mer à Brighton. Cela m'influence beaucoup. Je ne me lasse jamais de contempler et de peindre la mer. À l'aube, les couleurs infiniment changeantes sont quasiment insaisissables. Les 7 sœurs, ces magnifiques falaises de craie, sont alors un trésor aussi fascinant qu'éphémère pour ceux qui les contemplent. Il y a 30 ans, Caroline s'est installée ici dans une ancienne maison de garde-côte. Elle a la plus belle vue sur l'horizon. Il y a une grande différence entre une mer calme comme aujourd'hui et une mer déchaînée. Parfois, elle se fracasse sur les falaises et la façade de la maison. Depuis ma cuisine, je vois arriver comme un rideau, un écran d'eau de mer. Après, il y a des crabes et des algues sur la pelouse de l'autre côté de la maison. Mais je n'ai jamais eu de fenêtre brisée. C'est ce qui est vraiment étrange. Je viens voir tes magnifiques fossiles. Oui, rentre. Waouh, tu as une véritable collection. Son ami Ed est un paléontologue à la retraite. Il est intarissable sur la richesse des lieux. Celui-là a 80 millions d'années. Et celui-là date de la semaine dernière. Ces oursins fossilisés ont été retrouvés en bas de ces falaises mythiques. Des fois, je me balade sur la plage et j'ai la sensation qu'il y a un fossile près de moi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui. Toi aussi? Oui, j'ai déjà eu ce sentiment. Je regarde par terre et il est là. C'est incroyable. C'est assez courant d'avoir le pressentiment que l'on peut trouver un fossile quand les conditions sont réunies. Aujourd'hui, par exemple, c'est une journée parfaite. Le ciel est clair, la mer est calme. Nous allons avoir de la chance. Ce matin-là, Caroline et Ed ne repèrent pas de fossiles. Mais Ed tient à lui montrer l'une de ses précédentes découvertes. Regarde ici. Des hommes ont fait un feu grâce à des silex. Comment tu vois ça? Observe bien ces petites fêlures dans la roche. C'est la preuve qu'elles ont été chauffées à très haute température. Cela date probablement de l'âge de bronze, il y a 4000 ans. Ils mettaient des pierres chauffées dans de l'eau pour avoir de l'eau chaude. Malheureusement, ils n'avaient pas encore de thé. Tu essayes de sentir la chaleur? J'essaie plutôt de ressentir l'histoire. C'est fabuleux de vivre dans un endroit où le passé est encore partiellement enfoui sous terre. Chaque personne qui vit ici trouve son bonheur. Ed est toujours fasciné par l'histoire des lieux. D'autres seront passionnés par la forme des nuages, la mer ou la quiétude des lieux. Une quiétude qui est chaque jour un peu plus menacée. Les falaises des 7 sœurs s'effritent et subissent un recul de 25 cm en moyenne par an. C'est cette érosion qui conserve leur blancheur éclatante. Je sens que tu as une vraie passion pour cette ville de Brighton. Avant de t'installer ici et de faire du tourisme à vélo, qu'est-ce que tu faisais toi dans la vie? J'étais déjà guide à vélo sur Londres et je me suis dit qu'il fallait conjuguer tout ce qui me plaisait, à savoir l'histoire, les rencontres, être à l'air libre. Et comme j'adorais déjà Brighton, ça a coulé de source que je devienne guide à vélo ici, à Brighton. Est-ce que tu as eu des demandes particulières dans tes visites qui t'ont laissé un bon souvenir? J'ai fait tellement de belles rencontres. Mais celle qui me vient en tête est cette femme de 84 ans. L'un de ses grands souhaits était de faire du vélo le long de la plage de Brighton, sur un tandem. J'ai donc rendu ça possible. Et je me suis mis à l'avant, elle à l'arrière, et elle s'est éclatée.
En montant sur le vélo, elle avait 84 ans. Et en descendant, c'était une jeune fille de 25 ans. Ah, c'est génial. Ouais, tu devais être ému, j'imagine. Merci beaucoup, Carlos. C'était vraiment un réel plaisir de découvrir cette ville de Brighton avec toi. Reviens quand tu veux, idéalement en été. Pendant la belle saison, la ville est totalement différente, encore plus belle. Ça devrait te plaire. Et maintenant, n'oublie pas ton train. J'y vais vite alors. Merci, Carlo. Au revoir. Bonjour. Ça va? Comment vas-tu? J'ai passé une très bonne nuit. C'était parfait. Oh, very good. Très bien, j'en suis ravi. Voilà des œufs à la coque dans le pot à œufs. Oh là là, c'est très élégant, so chic. J'adore. Ça garde les œufs au chaud, mais ça ne les cuit pas. Alors, avant de t'occuper de ce bed and breakfast, tu avais d'autres activités? Tu as eu plusieurs vies, non? Oui, je travaillais pour la télévision et je faisais des films indépendants. Mais quand j'ai acheté ce bâtiment, ça a changé toute ma vie, car j'ai dû consacrer beaucoup de temps pour restaurer cet endroit. Mais c'est un plaisir de s'occuper de ce lieu et d'accueillir des gens du monde entier. Et alors, rassure-moi, malgré le Brexit, on est les bienvenus, nous, les Français? Absolument, oui. Ce n'est qu'un petit accroc dans la longue histoire de la relation entre Français et Anglais. Et c'est moins cher pour vous puisque la livre baisse. On accueille très bien tous les Européens. On s'arrête à quelle station, là, exactement? We stop in which station? Shoreditch High Street. D'accord. So we're traveling to Shoreditch High Street. Et là-bas, on sort et juste au coin de la rue, il y a le marché de Brick Lane, qui est un de mes endroits préférés le dimanche matin. Oui, ça doit être deux frères. Ils sont jumeaux, ça c'est sûr. Là, on est vraiment dans le Brick Lane Market, le marché que tu voulais me montrer dans le quartier de East End. Alors, on est loin des lieux touristiques, mais il y a quand même une ambiance très particulière et très sympathique qui se dégage d'ici, non? Oui, c'est un classique. Le East End a beaucoup de marchés. Et dans celui-ci, tu peux acheter n'importe quoi. Une pédale de vélo, des vêtements, de la nourriture de tous les pays. Et il y a aussi ici des taxis londoniens dans lesquels on vend du café. Ça, c'est original. Oui, j'aime le toit. C'est du très bon café. Cette rue, c'est toute l'histoire de l'immigration à Londres. Il y a d'abord eu les Huguenots de France qui vécurent ici, qui sont venus au XVIIIe siècle. Les protestants huguenots qui fuyaient la persécution en France. Et après, il y a eu des Juifs de l'Europe de l'Est et de Russie à la fin du XIXe siècle. C'est donc un quartier fascinant. Il garde des traces de toutes ces périodes.
Celui-là, c'est un mix entre Elvis Presley et Michael Jackson. C'est ça. C'est un look pas trop mal, je trouve. Bah, pour moi, tu vois, ça, c'est vraiment un look typiquement londonien. Hein. Elle est sympa cette boutique. Yeah, ouais. Very nice shop. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Oh, yeah. I think that's C'est un style typique des rues de Londres. Yeah, excellent. Bon bah voilà, voyage dans le temps. Hop. Ça, c'est le jardin communautaire Nomadic Garden, qui a surgi sur un terrain vague. Ce terrain était vide, les gens y ont installé des cafés, des bars, plein de belles choses. J'adore ces sculptures faites avec des pneus. Ça donne un étrange lézard. Je ne sais pas qui est le sculpteur, mais c'est fantastique. C'est original en tout cas. Il y a des ambiances très particulières en fonction des quartiers ici à Londres. Oui, c'est une des choses géniales à Londres. Les quartiers peuvent être complètement différents les uns des autres et avoir leur propre atmosphère. C'est ce que j'adore, c'est excitant, ça change tout le temps. Ça donne une ville très dynamique. Et là, il y a des gens qui jardinent. Ce sont des gens du quartier, surtout des femmes du Bangladesh qui font pousser des légumes ici. Tout ça grâce à ces anarchistes fous qui ont aménagé des petits blocs pour que les gens du quartier jardinent, ce qui est vraiment super. Londres est une ville avec suffisamment d'espace pour que des gens, des artistes, s'expriment comme ici, où ils ont squatté le terrain pour en faire des jardins un peu fous. Bon, Sophie, je dois y aller pour m'occuper de mes clients au Bed and Breakfast. Mais j'espère vraiment t'avoir fait découvrir un nouveau coin branché de Londres. Oui, j'ai adoré cette balade. Au revoir. C'est peut-être la lumière dans les roseaux ou bien le glissement des cygnes sur l'eau. Mais certains jours, on pourrait presque oublier que la City n'est qu'à quelques kilomètres de là. Les marais de Woodbury, c'est une réserve naturelle semée au nord de Londres et sur laquelle veillent quelques faucheurs volontaires. C'est le moment que j'attends le plus dans la semaine. Je viens là tous les samedis. C'est très différent de ce qu'on fait le reste de la semaine. Ici, vous savez, tout le monde travaille dans un bureau. C'est Londres. Chaque semaine, il livre un combat contre les roseaux qui menacent d'envahir et d'assécher l'étang. C'est Francisco qui dirige la bataille depuis que le marais est devenu une réserve naturelle. Ce réservoir a été construit en 1832 pour approvisionner en eau le nord de Londres. Depuis toutes ces années, la vase s'est accumulée et il a commencé à devenir moins profond et donc moins important qu'auparavant. Du coup, la Fondation pour la faune et la flore de Londres a proposé à la Régie des eaux de le transformer en une réserve naturelle. Depuis 7 mois, les habitants du quartier peuvent profiter d'un marais bucolique et du balai de dizaines d'oiseaux qui y ont élu domicile. Londres est réputée pour être une des villes les plus nature d'Europe, avec 40% de sa superficie occupée par des espaces verts. Parmi eux, le jardin royal de Kensington. C'est le terrain de chasse préféré de Bill Haynes, ornithologue depuis plus de 20 ans dans la capitale anglaise. Je fais le tour du lac. Je vois des oies du Canada, des cormorans, des mouettes rieuses, des foulques. Mais aussi des fuligules morillons reconnaissables à leur crête, des colverts bien occupés ou encore des hérons. Sans compter les timides qui se cachent. Là, j'entends un martin pêcheur. Il est par là-bas. Il appelle.
Je l'entends, mais je n'arrive pas à le voir. Il doit être coincé dans l'arbre là-bas, dans le coin, quelque part. Rien qu'ici, il y a une dizaine ou une quinzaine d'espèces. Certains oiseaux viennent de Pologne, de Lettonie, de Lituanie ou même de Finlande. Ce sont des oiseaux migrateurs. Quand il fait froid, ils se déplacent, ils quittent l'Europe continentale où il gèle et ils viennent ici où il fait beaucoup plus doux. Même quand il quitte le plan d'eau, Bill reste attentif aux rencontres qu'il pourrait faire. Ils prennent une graine et ils filent. D'aussi loin qu'il se souvienne, il a toujours eu la tête en l'air. Depuis quelques années, les buissons des parcs de Londres abritent même un drôle d'oiseau. Venez les petits. Ces perroquets, on ne sait pas très bien comment ils sont arrivés là. Ils sont en Angleterre depuis la fin des années 60, le début des années 70. La première fois qu'ils ont été vus, c'était près de l'aéroport. Ils ont été probablement amenés dans le cadre d'un trafic d'animaux sauvages et se sont échappés. Il y a d'autres théories aussi. Certains pensent que ces oiseaux viennent du film African Queen. Il y a une autre histoire qui dit que c'est Jimi Hendrix qui a libéré ces perroquets en cage comme preuve d'amour pour sa copine. Je pense que ces deux dernières histoires sont vraiment fausses. En plus de ses habitants à plumes, les parcs de la capitale abritent des écureuils, des daims et même des milliers de renards. En voyage à Londres, inutile d'aller au zoo. Bonjour, c'est le Breakfast Show. Avec Raj, c'est moi, et Sonia, c'est elle. Elle est bientôt prête. Allons-y avec un peu de musique. I want the best banqueting hall. Also, I want a Rolls Royce for me and a Ferrari for you. That means you want Premier Banqueting London in the heart of Harrow. Two Shandar banqueting halls with a capacity of 800. Oh, bonjour! Je te dérange pas, c'est bon? Non, non, viens. Comment vas-tu? Ravi de te rencontrer en tout cas, Raj. Hello. Hello. Ça va là, t'es pas à l'antenne? Non, dans 2 minutes, 2 minutes 30. Ok, bah je profite de ces 2 minutes alors pour t'embêter. Je suis ravie d'être ici dans cette radio, Sunrise Radio. Il faut que tu m'en dises un petit peu plus. Oui, bien sûr. Ce matin, c'est le Breakfast Show que je fais avec Sonia. C'est une émission sur Bollywood. Les gens adorent la musique de Bollywood. Mais on aborde aussi tous les sujets classiques d'une émission de radio, mais en y ajoutant un peu de notre culture. Mais la radio en elle-même est la radio asiatique la plus populaire du Royaume-Uni. C'est un demi-million d'auditeurs, c'est ça? Oui, à peu près. Un demi-million. Ce qui est beaucoup quand tu sais que la communauté asiatique est de 2 millions. Je reviens vers toi dans 1 minute, je passe à l'antenne. Vas-y, je t'en prie. Hier, j'ai découvert à quel point il y avait des similarités entre le français et le punjabi. Qu'est-ce qu'on dit pour deux, Sonia? Ils disent deux. On dit do. Et pour 7, on dit sat. Vous dites? Quel est ton nom? Comment vous dites? Ton nom? Oh mon Dieu! Mais ça pourrait durer éternellement! Franchement, je pense que je suis français. Je suis né en France et amené en Inde sur un navire mystérieux. Et toi, tu viens de quelle planète? J'essayais d'éviter le sujet, en fait. It's breakfast on Sunrise Radio. Good morning. Tu es français? You are French. I am French. Je suis français. Tu es ma sœur. Mon frère. Tu es célèbre, you are so famous. Yes. Take a picture of it. You got it? Oh oui. Thank you very much. You have a nice day.
On appelle ce quartier Little India. Et si tu regardes autour de toi, tu verras un temple hindou. Il y a aussi un temple sikh juste là, mais aussi des mosquées pour la communauté musulmane. C'est un quartier vibrant, c'est plein de vie. Londres est comme ça. Mais c'est vrai, en plus, c'est le monde entier est réuni dans cette ville de Londres. C'est vraiment ça qui fait son charme. Hein. Comment on peut expliquer la présence de toutes ces communautés? C'est un héritage de l'Empire colonial? Oui, tout à fait. Il y a un lien très fort entre ces pays et le Royaume-Uni. Quand les gens veulent améliorer leur vie pour eux-mêmes ou leurs enfants. Mon père, lui, est venu dans les années 60, comme une grande partie de la communauté. Il pensait que toutes les rues étaient pavées d'or. On leur a dit que tout était plus facile ici, plus facile d'offrir un meilleur avenir à leur famille. Mais c'était beaucoup de travail. Personne ne les avait prévenus que ce serait si difficile. Ils ont dû traverser des épreuves, mais ils ont prospéré. Des débuts difficiles, mais regarde autour de toi. Ils gagnent de l'argent, ils font beaucoup pour l'économie du pays. Ils sont très importants pour ce pays. Mais je pense que ce n'est pas seulement vrai pour les Asiatiques, mais pour toutes les communautés. Quand ils arrivent, ils travaillent dur, ils donnent. Les gens pensent qu'ils ne font que prendre, mais non, ils donnent aussi beaucoup. Ils font évoluer la société dans le bon sens. On appelle ça le jalebi. Ouais. C'est un dessert indien. C'est très bon. Ils font d'abord frire la pâte. Ah ouais. C'est une façon très spéciale de faire les formes. Puis ils le trempent dans du sirop, ce qui donne le sucre qui l'entoure. Vous permettez que je goûte ce petit bout là? Il faut que tu essayes. Merci. Si sucré. Ouais. Est-ce que c'est un goût d'enfance pour toi? Ça me rappelle plein de souvenirs. Les vacances, les célébrations. Tout le monde aime ça. Thank you. C'est sympa cette boutique. C'est un magasin d'instruments. Tout le monde vient ici. Yes, hello. Hey, bravo. C'est une de tes boutiques préférées ici? Oui, j'ai acheté un dol, un grand tambour pour mon fils, parce que je voulais qu'il apprenne. J'adore le son du dol. Dès que tu entends le son du dol, naturellement, instinctivement, tu veux danser. Tes mains vont commencer à faire ça. C'est fantastique. C'est une machine à danser. Ouais. Tu veux essayer? Ouais, pourquoi pas? Okay. On va voir si t'es bon ou pas. Brilliant. Très belle assiette. Waouh. Ah ouais, ça a l'air très très bon. On y va? Bravo, hein? Alors, je vois. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des champignons croustillants, une sauce à l'ail et au chili. Parfait. C'est une fusion entre l'Inde et la Chine. D'accord. L'Inde et la Chine. C'est croustillant à l'extérieur, mais moelleux à l'intérieur. Le multiculturalisme est aussi dans l'assiette. Il est très très bon, hein. Superbe parfum. Sauce au soja, les influences chinoises, le tout accompagné d'épices indiennes. Un mélange, une fusion. Exactement. En tout cas, je suis ravie de te quitter sur ces saveurs qui sont absolument délicieuses.
Columbia Road devient un ballet multicolore, pas de doute, le week-end est bien là. Chaque dimanche, dans ce quartier de l'Est de Londres, les trottoirs se transforment en forêt enchantée et la rue se gonfle de badauds. Bonjour. À quelle heure vous commencez le marché? On est là à 4 heures. 4 heures du matin? C'est l'une des sorties dominicales favorites des Londoniens. On vient ici faire le plein d'odeurs et de couleurs, se balader, regarder, sans forcément sortir son portefeuille. C'est quelque chose qui remonte le moral. Peu importe la météo, c'est vivant. Je ne sais pas, mais les jolies fleurs, c'est toujours un magnifique spectacle à regarder. Ce qu'il faut se dire quand tu viens au marché aux fleurs, c'est je n'achèterai pas, je n'achèterai pas, je n'achèterai pas. Ce genre de journée, c'est fait pour ralentir un peu. C'est le calme avant que la frénésie du travail ne reprenne. La vie à Londres est trépidante. La semaine, on travaille beaucoup, parfois jusque tard. Alors, le week-end, on prend son temps. Si le marché aux fleurs est devenu un incontournable ces dernières années, la valeur sûre d'un bon dimanche londonien reste le parc. Pour peu que le soleil joue les invités de dernière minute, il y a foule sur le gazon. À Hampstead Heath, dans un coin du parc, derrière une porte, chaque dimanche, des habitués se retrouvent dans un vestiaire à ciel ouvert, qu'importe la météo. Quand il fait vraiment froid, l'eau gèle dans la douche. Et quand il fait très froid, on peut marcher sur l'eau. Je ne sais pas. Il fait probablement aux alentours de 4 ou 5 degrés. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas vérifié. Ce qui importe ici, c'est plutôt la température de l'eau. Et ce matin, elle est à 5 degrés. J'essaye de faire ça toutes les semaines. Comme ça, je peux ressentir la baisse progressive de la température. J'adore être dans l'eau. C'est très stimulant. Surtout quand on plonge. On ressent excusez-moi, j'ai les lèvres engourdies. Une grande montée d'adrénaline. On se sent exalté. Ce lac est connu dans toute l'Angleterre. C'est la seule baignade surveillée en plein air et ouverte tous les jours de l'année. Ici, c'est le bassin des hommes. Un peu plus loin, un étang est réservé aux femmes. Et il y a même une baignade mixte. Il fait vraiment très froid ce matin. Pour veiller sur ces intrépides baigneurs, Terry, le roi du ponton. Je travaille ici depuis plus de 30 ans. C'est toujours le même bassin, toujours la même eau. Il y a juste les gens qui ont changé. L'endroit n'a pas bougé du tout. On a essayé de le garder comme avant. Rien que de l'eau froide et des douches froides. Ce dimanche matin, ils sont une petite centaine à se succéder dans l'eau glacée. Bel endroit pour un dimanche. Que la baignade dure 10 secondes ou quelques minutes, les bienfaits semblent évidents. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la vie. On se sent en pleine forme. Oui, et ta femme aime ça, hein? Si pour beaucoup, dimanche rime avec détente, pour d'autres, c'est synonyme de travail. En Angleterre, le rôti du dimanche est longtemps resté une affaire de famille. Mais aujourd'hui, certains restaurants se sont fait une spécialité du Sunday roast.
La recette est simple et n'a pas changé depuis des décennies. Des pommes de terre au four, des légumes bouillis et évidemment de la viande bien rôtie. Pour rendre la peau croustillante, il faut barder le rôti de porc. Et ensuite ajouter du sel pour que ça sèche au-dessus avant d'aller au four. Surtout pas d'huile, hein? Rien. Ça fait 15 ans que je suis en cuisine. Tous les dimanches, je prépare le rôti ici. À midi, les premiers clients arrivent. Après la cuisine, Tony s'occupe aussi du service. Il ajoute alors un élément indispensable à tout bon Sunday roast, le Yorkshire pudding arrosé de sauce brune. Un rôti de porc, s'il vous plaît. Avec de la sauce à la pomme? Oui, s'il vous plaît. Je suis vraiment un piètre cuisinier. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours mangé ça le dimanche. C'est une tradition, même si ils partent de la maison, de les parents. C'est nostalgique et c'est toujours bon. Voilà. Il n'y a pas de recette miracle pour passer un bon dimanche à Londres. Quoi que l'on fasse, l'important est de le faire à son rythme. Bonjour. Bonjour. Tu es Sané, c'est ça? Oui. Enchantée. Nice to meet you. You know that I'm sure I don't disturb you. Je te dérange pas? Sûr. Non, ça va. Je suis vraiment super heureuse d'être là parce que je passe un week-end à Londres. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vienne voir un spectacle. Et j'ai choisi Mamma Mia parce que j'avais vu ce spectacle en France, mais dans la version française. Là, c'est la version originale que j'ai la chance de voir ce soir. Et je te rencontre toi. Alors toi, tu es Sophie, c'est ça, dans la pièce, comme moi. Je m'appelle Sophie. Et aujourd'hui, c'est un jour très important pour toi parce que c'est ton mariage. C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer dans ce spectacle? Sophie n'a jamais su qui était son père. Et c'est un jour tellement important pour elle. Elle se dit que c'est maintenant ou jamais, donc elle invite ses 3 pères potentiels. Et comme elle va se marier dans 48 heures, c'est un jeu contre la montre. Beaucoup de choses se passent. Sa mère se souvient de sa jeunesse. Donc, ce sont 2 journées assez mouvementées avant le mariage. Mais ce qui est chouette en fait dans ce spectacle, c'est qu'en fait toute la musique qu'on entend, c'est la musique d'ABBA. Oui, c'est l'un des points forts. Et même, j'avais des amis qui avant le spectacle me disaient « Je ne sais pas si je connais vraiment les chansons ». Et en sortant, ils réalisaient qu'ils les connaissaient toutes en fait. Et c'est génial quand tous les spectateurs se mettent à chanter. C'est formidable pour nous de sentir cette énergie du public. Viens, je vais te montrer les costumes. Ça, c'est vraiment un privilège d'aller côté coulisses avec toi. Il y a aussi beaucoup de costumes dans les loges, mais si les changements doivent se faire rapidement, ils sont ici. Et toi, t'as combien de costumes là dans le spectacle? Ah, c'est magnifique ça. Oh, c'est dommage car je ne le porte pas celui-là. C'est dommage, il est magnifique. Il est magnifique. Tu en as combien toi? How many costumes do you have? J'en ai 8. Waouh, ah ouais. C'est très coloré, hein? Oui, ce sont des couleurs très joyeuses. Ouais. Et je pense que ma robe de mariée n'est pas loin. Tu crois que tu pourrais me la montrer? Oui, peut-être. Je te promets, je garde pour moi. Là, elle est là. C'est une des robes les plus importantes de la soirée. Magnifique, magnifique.
ça y est, maintenant tu es un peu dans ton personnage. Sophie est en train de prendre vie. Oui, j'ai toujours l'impression que c'est quand tu mets le costume que tu as la sensation de devenir le personnage. Et c'est bien, car je commence le spectacle toute seule sur scène. Ça me permet de me concentrer. Parce qu'on est vraiment nombreux dans cette production, il y a beaucoup d'agitation, donc c'est bien d'avoir ce moment, la musique commence, et je suis prête pour le spectacle. Alors voilà un secret de comédie musicale. Tu caches ton micro dans tes cheveux. C'est un gros secret. Et c'est magique parce que tout le monde me dit qu'on ne le voit pas depuis la salle. Ouais. Est-ce que vous avez des petites habitudes, des petits rituels toutes les trois avant d'entrer en scène? Se laver les dents. Oui, la chose qu'on fait toutes les trois, c'est de se laver les dents. On est connus pour se laver les dents juste avant le coup de feu. Et notre ange habilleuse, qui nous aide à nous préparer, elle est souvent stressée aussi parce qu'on parle beaucoup. On est toujours en retard. Et elle est là, vite, vite, c'est l'heure. Donc notre rituel, c'est probablement celui-là, d'être en retard. Parce qu'on s'entend très bien, que ce soit nos personnages ou dans la vraie vie. Bon spectacle les filles. Bye bye. Bye bye. Bye. Oh, j'ai adoré Mamma Mia. Alors si vous voulez savoir si la petite Sophie va se marier ou pas, eh bien faites comme moi. Venez assister à cette comédie musicale ici à Londres. J'ai adoré. En tout cas, j'espère que ces échappées belles un peu particulières, cette idée week-end so British vous aura plu. Alors vous l'avez vu, hein, le programme était très chargé. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. L'idée, c'était vraiment de vous donner des conseils de balade et de découverte. En tout cas, moi, j'étais ravie de croiser la route de Julian, de la très sympathique Elodie ou encore de Lady Carnarvon. Si vous voulez revivre ces échappées belles, rendez-vous sur plus.fr. Sinon, on peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux. Moi, je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages. On dit au revoir à Big Ben. Bye bye Big Ben.